Bonjour à tous et bienvenue dans le JT des Masters de journalisme. Au sommaire aujourd'hui, après la polémique sur la loi du deuil parental à la fin du mois de janvier, notre journaliste a rencontré Nicole Bouverne qui a été confrontée à la perte d'un enfant. Un témoignage poignant. Un enfant comme ça, il y a une image assez parlante. Vous êtes dans un TGV, puis tout d'un coup il y a un mur. Et le TGV il se prend le mur et c'est votre vie qui s'arrête. Nous sommes le jeudi 13 février, c'est aujourd'hui la journée internationale de la radio, le média le plus crédible pour les Français. Notre journaliste a suivi la journée 24 heures radio organisée à l'Université catholique de Lille. Renouveler sa garde-robe sans rien dépenser, c'est l'idée de Green Deepact, un concept store de mode responsable qui a ouvert rue Pierre-Mauroy, une tendance que nous décrypterons à la fin de ce journal. Mais revenons sur la loi sur le deuil parental. Le 30 janvier dernier, la ministre du Travail Muriel Pénicaud et les députés La République En Marche avaient choqué en se prononçant contre le projet de loi visant à faire passer de 5 à 12 jours le congé de deuil parental après le décès d'un enfant. 4 500 familles sont touchées par la perte d'un enfant chaque année, selon le rapporteur de cette loi, le député du Nord, Guy Bricout. Maude Petit-Jovet a recueilli les témoignages des premières victimes de cette loi, les parents, comme Nicole Bouverne, qui a perdu son enfant en 1994. Nicole Bouverne a 58 ans. Il y a 26 ans, son nourrisson est mort, 5 mois après sa naissance. Baptiste est né en 93 et le 27 avril 94, il est mort chez la nourrice. Il a fait ce qu'on appelle maintenant une mort inattendue du nourrisson. C'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas du tout. On n'en avait jamais entendu parler. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est comme un cataclysme dans une famille. On était en état de sidération totale. J'avais déjà un grand garçon Romain qui avait 2 ans et demi, à qui il a fallu expliquer les choses. C'était un peu compliqué. Et en même temps, je pense que c'est en lui expliquant que nous, on a dû mettre des mots sur la mort de ce petit garçon. Et ça nous a permis d'accepter, d'avancer. Baptiste est mort du syndrome de mort inattendue du nourrisson, le décès soudain d'un enfant de moins de 1 an, survenant alors que rien dans ses antécédents connus ne pouvait le laisser présager. La mort d'un enfant comme ça, il y a une image assez parlante. Vous êtes dans un TGV, puis tout d'un coup il y a un mur. Et le TGV il se prend le mur et c'est votre vie qui s'arrête. Voilà. C'était il y a 26 ans, ça va faire 26 ans au mois d'avril et comme vous voyez, c'est toujours un petit peu présent. Voilà. Pour Nicole, le deuil est un long processus propre à chacun. On ne peut pas dire que le deuil il commence, il s'arrête. Du jour au lendemain, votre vie, c'est un cataclysme terrible. Vous ne comprenez pas ce qui se passe et du coup, vous êtes dans une espèce d'état cotonneux. Pendant des jours et des jours. Je me souviens, quand je rentrais chez moi, je me trompais de route. Et puis, forcément, petit à petit, les choses avancent. Moi, j'ai voulu reprendre le travail tout de suite. Donc, par le quotidien, forcément, on avance. Et puis tous les premiers anniversaires, les premiers Noël, les premières fêtes des mères, les 1 an, l'anniversaire du décès, au fur et à mesure, vous avancez, et puis je ne sais pas si un jour on peut dire que le deuil il est fini, mais on avance. La polémique ouverte la semaine passée à l'Assemblée nationale fait rejaillir de vieilles souffrances. 5, 12 ou 15 jours, comme les députés l'ont proposé, un répit qui peut paraître dérisoire pour ces parents qui ont perdu leurs enfants. Je me dis que ce serait bien que les gens aient droit à ce congé. Parce que c'est vrai qu'en plus, dans le cas d'un décès comme le nôtre, d'une mort qui est inattendue, il y a tellement de choses à faire dans l'immédiat. La mort d'un parent ou de quelqu'un de malade, on s'y attend et quelquefois on a déjà un peu préparé, tandis que là, on n'avait pas de concession, on ne savait même pas comment on devait faire, il a fallu trouver un caveau, trouver des pompes funèbres. Donc ça, c'est des choses, mais vous êtes tellement perdus que quelques jours, c'est bien de pouvoir... Et puis après, nous, on a accepté de faire une autopsie, donc les résultats, vous les avez longtemps après. Donc l'idéal, je trouve que ce congé de deuil, ce serait qu'il soit fractionné, que vous puissiez répartir les jours pour pouvoir prendre des congés, parce qu'il y a des examens à faire, donc vous avez les résultats longtemps après. Donc quand vous apprenez les raisons du décès dans l'autopsie, vous avez l'impression de perdre votre enfant à nouveau. Donc c'est de nouveau douloureux et là, de nouveau, on aura besoin de quelques jours. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est que ça peut ouvrir à la discussion
parce que quand vous êtes officiellement en congé, enfin en arrêt pour deuil, ça permet d'en parler à vos collègues. Ça permet d'ouvrir une discussion que quelquefois les collègues n'osent pas aborder. Et je pense que ça permet aussi aux chefs d'entreprise de se rendre compte de ce que ça signifie réellement. Voilà, c'est vrai que le débat autour de ce que ça coûte, ça a un côté assez douloureux pour les familles, ça c'est sûr. Je vous le disais, le 13 février est la journée internationale de la radio. Pour l'occasion, l'Université catholique de Lille organise 24 heures d'émissions radio en continu. Selon le 32e baromètre de la confiance des Français dans les médias publié le 24 janvier par le journal La Croix, la radio est la source d'information jugée la plus crédible par les Français. Ivoire Adouche et Nina Hatz nous expliquent pourquoi. Assurer l'antenne pendant 24 heures, c'est le défi que se sont lancés les étudiants de l'Université catholique de Lille. Une idée portée par Louis Nam, étudiant en première année de master de journalisme. Donc vraiment, je pense que c'est un des seuls médias qui permet justement ce genre d'aboutissement, ce genre de longueur en fait, parce que c'est un média qu'on écoute, c'est fixe, c'est facile d'utilisation entre guillemets quand on commence un peu à connaître. La radio est le média le plus crédible aux yeux des Français, une opinion partagée par 50% du public devant la télévision et la presse écrite. On se sent plus proche de la radio d'une manière générale. Et du coup, c'est peut-être aussi pour ça qu'on a un petit peu plus confiance sur le média radio. Une confiance qui se transmet, même auprès de jeunes étudiants se destinant à informer grâce à leur micro et leur voix. La radio, c'est beaucoup d'écriture. Et donc, j'aime beaucoup ça. Et j'aime beaucoup le travail de la voix aussi. Et bon, l'apparence, c'est pas quelque chose avec lequel je suis forcément très à l'aise. Et je trouve que j'aime bien cette barrière de ne pas avoir l'image justement sur la radio. C'est un média qui va évoluer, on le voit en ce moment, il y a quand même pas mal de podcasts, tout ça c'est une nouvelle étape je pense pour la radio. La radio d'avant est peut-être a besoin d'évoluer c'est sûr, mais oui c'est un média d'avenir c'est sûr. Un média qui semble se maintenir dans l'univers médiatique, un marathon radiophonique réussi, une première pour l'université. C'est l'aboutissement de plusieurs années d'études pour de nombreux étudiants. La soutenance de mémoire reste un exercice redouté car il s'y joue souvent la validation du diplôme. Pour préparer au mieux ces étudiants, l'Université catholique de Lille organise le challenge Mon mémoire en 180 secondes. Un reportage de Cathy Benguet et Thibaut Duquesne. L'exercice est ardu et périlleux. Résumer le travail d'une année en 3 minutes. Ouais. Des étudiants de la Cato se sont pourtant prêtés à ce jeu organisé par leur université. On avait envie que les étudiants soient mis en valeur pour le travail accompli lors des mémoires. Un exercice qui n'a pas semblé effrayer Diane à quelques minutes de son passage sur scène. Je maîtrise le sujet et comme je l'ai dit avant, je suis vraiment contente de partager au public, donc c'est plus du plaisir que du stress. Parmi les critères à respecter, aisance à l'oral, intérêt du sujet, respect du temps, un sans faute pour Domitille Duchange qui a ravi la première place de la compétition. Donc bravo pour ta prestation en tout cas. J'ai essayé de vulgariser mon sujet pour que tout le monde puisse comprendre et ensuite je me suis entraînée principalement devant ma coloc. Pour réussir sa présentation, chacun sa méthode. J'ai relu donc, les différents travaux que nous avons dû faire progressivement à travers ces 3 derniers semestres et tout simplement j'ai fluoté. Ce qui me semblait intéressant et il y avait encore beaucoup de choses et j'ai fait écrémage par écrémage et je me suis dit bon ça peut intéresser, voilà. Satisfecit décerné par le jury qui a globalement apprécié les prestations des étudiants. La présentation était assez intéressante, voire très intéressante dans certains cas, ce qui a expliqué d'ailleurs que certains ont un prix et puis pas d'autres. En tout cas, il y avait une vraie aisance à l'oral, une vraie capacité aussi à transmettre et à expliquer un petit peu les sujets de mémoire qui étaient abordés. Rendez-vous est d'ores et déjà pris pour l'année prochaine. C'est une tendance qui prend de l'ampleur. Certains acheteurs ne veulent plus acheter de vêtements neufs. Les motivations sont variées, gestes écologiques, goût pour le vintage ou simplement intérêt économique. Les boutiques de vêtements de seconde main se développent dans les centres-villes comme à Lille. Léonie Jouet et Juliette Dick se sont rendues à la rencontre de ces nouveaux acteurs de la mode durable. S'habiller et respecter la planète, c'est dorénavant possible avec les boutiques de mode circulaire. Avec Green Impact, Camille invite les Lillois à échanger leurs vêtements. Un projet simple.
Comment renouveler mon dressing de façon un peu plus responsable, tout en préservant du coup cette notion de plaisir. Économiquement parlant, c'est encore plus rentable entre guillemets que d'acheter, puisque j'ai aucun frais d'achat de stock. Donc la cliente peut soit acheter son pass d'entrée, donc c'est ce qui permet d'accéder au service d'échange en ligne, directement sur le site ou en boutique. Une fois qu'elle a son pass, elle vient avec les vêtements qu'elle ne veut plus porter ou qu'elle ne porte plus. En échange, elle récupère des Grindies. Donc finalement, les Grindies, c'est une équivalence de points. Et ensuite, elle peut reprendre immédiatement, ou en tout cas les dépenser immédiatement dans la boutique en reprenant d'autres pièces. Un concept bénéfique pour l'environnement. L'impact déjà, si on regarde qu'au niveau des vêtements, il est déjà colossal, puisque finalement, le fait d'échanger ces vêtements, ça évite d'en produire de nouveaux. En quelques chiffres, un jean, pour le produire, il faut à peu près 7000 litres d'eau. En tout cas, voilà, ça permet de tendre vers un mode de consommation plus raisonné. Une nouvelle tendance qui séduit les Lillois. Donc c'est la première fois que je viens ici. J'essaye de trouver des boutiques de vêtements d'occasion. Donc là, je peux venir donner mes vêtements et ça prend aussi en compte le fait qu'on ait quand même envie de renouveler notre garde-robe. Il faut vraiment prendre le temps, c'est le fameux, voilà, est-ce que j'en ai besoin, est-ce que ça me sert, peut-être au bout d'un moment, quand on la garde, ça fait un an que c'est là, finalement, mais jamais, peut-être se dire, il est peut-être le temps que je lui donne une seconde vie en fait. Redonner une seconde vie aux vêtements, un moyen de lutter contre le gaspillage lié à la surconsommation. On porte à peu près un tiers seulement de son dressing au quotidien. Moi, les centres de collecte avec lesquels je travaille recyclent 2 tonnes de vêtements par jour par personne. C'est dire le gisement en fait, de vêtements qu'il y a. Moi, ce que je propose avec le mode, c'est de tester toutes les solutions de la mode circulaire. L'idée, c'est vraiment de trouver toutes les solutions pour qu'on fasse avec ce qui existe, parce qu'il existe déjà beaucoup de choses. À Lille, déjà une dizaine de boutiques de prêt-à-porter ont adopté une attitude éco-responsable. Dans cette même démarche de mode circulaire, la vente vintage au kilo est de retour à Lille à partir de demain, pour 2 jours pendant lesquels les Lillois pourront acheter des milliers d'habits de seconde main au prix de 18 € le kilo. C'est déjà la fin de ce journal, je vous remercie de l'avoir suivi. Nous nous retrouverons demain pour une nouvelle édition.